Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion du 11 novembre, je souhaitais faire une vidéo particulière. J'ai voulu rendre hommage à mes ancêtres. Et puis, en retraçant leur parcours durant la Grande Guerre, j'ai découvert autre chose qu'une simple litanie d'affectation dans les régiments de l'armée. Car derrière les grandes batailles et la vie dans les tranchées qui ont beaucoup été racontées, il y a également tout ce qui s'articulait derrière et qui était aussi essentiel. Le ravitaillement des troupes, leur soutien, le transport des blessés ou l'escorte des cargaisons dans des océans dangereux. Et parce qu'il ne faut pas non plus oublier les combattants au front, j'évoquerai aussi des aïeux dont la santé et le témoignage donnent une idée de l'horreur des conditions de vie des soldats. J'en profite pour remercier Sylviane, autre historienne de la famille, pour les trésors partagés sur mes arrière-grands-parents Louis et Florence. On se retrouve juste après le générique. Mon arrière-grand-père, Joseph, a déjà 38 ans lorsque la guerre éclate. Il est marié depuis 1905, mais n'a pas encore d'enfant. Suite au décret de mobilisation générale, il est mobilisé dès août 1914. Mais, comme tous les hommes mobilisés entre 34 et 49 ans, il intègre un régiment d'infanterie territoriale. Ces hommes sont en effet considérés comme trop âgés et plus assez entraînés pour intégrer un régiment d'armée active ou de réserve. Les soldats de l'infanterie territoriale sont surnommés les territoriaux, les pépères ou encore les terribles taureaux. Jeu de mots avec territoriaux. Les territoriaux ne sont au départ pas prévus pour des opérations militaires. Leurs principales fonctions sont des missions de garde, de police dans les gares et les villes frontalières, de terrassement dans les tranchées ou encore d'entretien des routes et voies ferrées. Au fur et à mesure des besoins humains toujours plus importants au front, les plus jeunes territoriaux seront réincorporés dans l'armée active. Dans la vie civile, Joseph est un boulanger établi dans un petit village du Cher. Au sein du 8e régiment d'infanterie, il va donc intégrer la 8e section de commis de Dijon. Il sera affecté à la manutention militaire de Nevers, dans la Nièvre. Là, il va exercer son métier de boulanger afin de préparer du pain pour les soldats. La manutention militaire de Nevers est l'endroit en charge, depuis la fin du 19e siècle, de la préparation des vivres de l'armée. On y prépare du pain et des conserves. 3 sortes de pains différents sont élaborés pour les soldats. Le pain blanc dit de troupe, le pain de guerre et le pain biscuité. Le pain blanc est le seul réalisé en manutention militaire. Les farines arrivent par wagon, sont mélangées mécaniquement pour avoir une qualité homogène. Les pétrins sont également mécaniques. Une fois pétrie, la pâte est pesée, boulée et mise en paneton. Quand la pâte est levée à souhait, on date le pain et on l'enfourne. Le ravitaillement des troupes en pain est une étape délicate. Ainsi, un pain se conserve, selon la saison, entre 4 et 8 jours. On ne peut donc pas envisager de trop longues durées de transport. Les autres pains et biscuits sont sous-traités à des biscuiteries privées. Ainsi, à Dijon, la biscuiterie Pernod, célèbre pour son piou-piou, participera grandement à l'effort de guerre en approvisionnant les troupes en pain et en biscuits et en commercialisant des boîtes de gâteaux aux couleurs de la France pour sensibiliser les Français à l'effort de guerre. En septembre 1918, à 42 ans, Joseph obtient un sursis d'appel. Il s'agit d'une autorisation très exceptionnelle de retour à la vie civile, accordée depuis décembre 1915 aux hommes mobilisés exerçant une profession jugée essentielle à la société, principalement les industriels et les commerçants. On comprend alors qu'un boulanger de village ait droit à un sursis d'appel. Joseph sera définitivement démobilisé en février 1919 à 43 ans. En 1914, Adrien a tout juste 16 ans. En 1917, il s'engage volontaire dans la Marine nationale à seulement 19 ans. Basé d'abord à Lorient, il embarque à bord du chalutier Inès le 10 octobre 1917 comme matelot mécanicien. En avril 1918, il sera affecté à bord du Driss, un autre navire du même type. Un chalutier militaire est un chalutier construit sur les mêmes plans qu'un chalutier de pêche, mais aménagé pour diverses fonctions militaires. Navire simple, robuste et adapté à la haute mer,
il pouvait être employé comme poseur de bouée, mouilleur ou dragueur de mine. Il servait aussi d'escorteur en ayant un armement de lutte anti-aérienne. En France, la marine a fait usage de chalutiers réquisitionnés ou d'ex-chalutiers armés britanniques. L'essentiel a servi de dragueur de mine et de patrouilleur auxiliaire. L'Inès est un chalutier de pêche réquisitionné à Boulogne-sur-Mer en 1915 et utilisé comme patrouilleur auxiliaire pendant la Grande Guerre. Même si je n'ai pu, à ce jour, trouver le journal de l'unité à bord de ce bâtiment, on trouve la trace d'un événement impliquant le patrouilleur Inès et qui aide à mieux comprendre son rôle dans la guerre. Le 7 juin 1917, le cargo charbonnier danois Hafnia navigue de Birkenhead au Royaume-Uni à Gibraltar. Il transporte un chargement de charbon et est escorté par la canonnière Espiègle et les patrouilleurs Inès, Ray et Rouget quand il saute sur une mine au large de Saint-Jean-de-Luz. Le patrouilleur Inès va alors recueillir les hommes de l'équipage de l'Hafnia, dont 2 blessés légers, et va les débarquer à Bayonne. L'Inès a lui-même subi une terrible fin. Mais après la guerre, le 26 mars 1929, alors qu'il revient de la pêche au port de Boulogne où il mouille depuis la fin de la Grande Guerre, le chalutier est heurté en son flanc par un paquebot transatlantique allemand, le Seydlitz. Le chalutier, coupé en deux, coule en quelques minutes. 21 hommes de l'équipage sont recueillis à bord du paquebot allemand, alors qu'un jeune homme de 24 ans a péri dans le naufrage. Malgré un amour des bateaux et un désir de faire carrière dans la marine, mon arrière-grand-père Adrien ne renouvellera pas son contrat à la demande de ses parents et rejoindra la vie civile en mars 1921. Lorsqu'éclate la guerre, Philippe Joseph est un cocher d'omnibus parisien de 42 ans. C'est le frère aîné de mon arrière-arrière-grand-mère Eugénie, dont je parle dans ma vidéo sur le daltonisme. Trop âgé pour combattre au front, il est affecté lui aussi à l'armée territoriale. Il intègre ainsi tour à tour plusieurs escadrons du train. Il s'agit d'unités munies de divers véhicules automobiles ou hippomobiles. Leurs missions peuvent être le ravitaillement du front, le transport de munitions ou d'unités, ou encore les sections d'hospitalisation, c'est-à-dire les services d'ambulance. Mon arrière-arrière-grand-oncle fut justement ambulancier. Et c'est ainsi qu'on raconte que, sur le champ de bataille, voulant ramasser un casque à pointe, il se retrouve avec dans ses mains le casque et la tête d'un soldat allemand. D'après les sources familiales, cet événement fut le déclenchement d'un traumatisme profond. Mais il est fort probable que l'horreur permanente vue au front l'ait également traumatisé. Bruit incessant des explosions d'obus, membres ou têtes arrachées, éventration, plaintes des compagnons qu'on ne peut aller récupérer et qu'on entend agoniser la nuit durant, et j'en passe. Sur sa fiche militaire, on peut lire que Philippe Joseph a été examiné par le Centre de réforme des Tourelles, ancienne caserne parisienne et siège de l'actuel DGSE. Il est en fait atteint de, je cite, « paralysie générale, gâtisme et bredouillement de la parole, affection jugée incurable par les médecins ». Il est très probable qu'il s'agisse en fait de stress post-traumatique, car au-delà des millions de morts et de blessés corporels, de nombreux soldats rentrent chez eux broyés psychologiquement. À l'époque, on parle seulement de blessés psychiques, qui seront souvent ignorés une fois la paix signée. De retour du front, les symptômes sont terribles. Tremblements irrépressibles, paralysie, dépression, hallucinations, phobie, amnésie, cauchemars, etc. Certains perdent la vue, l'ouïe ou la parole. Les thérapies utilisées font froid dans le dos. Choc électrique, flagellation, friction au gland de crin, etc. Beaucoup d'entre eux, devenus amnésiques, sont incapables de se souvenir de ce qui leur est arrivé. Certains, aliénés par l'horreur, passeront leur vie à l'asile. C'est ce qui arrivera à mon arrière-arrière-grand-oncle, Philippe Joseph. Au lendemain de la Grande Guerre, sa femme demande le divorce. Il mourra finalement en 1920 à l'hôpital psychiatrique Maison Blanche de Neuilly-sur-Marne. Son neveu Eugène, mon arrière-grand-oncle, chauffeur de tramway parisien, sera lui aussi engagé dans la Grande Guerre. Incorporé en 1917 à 19 ans dans l'infanterie, il est envoyé dans la Marne où il est fait prisonnier le 30 mai 1918 à Oulchy-le-Château.
L'attaque d'Oulchy fait partie d'une offensive menée par les Allemands au printemps 1918 dans le but d'atteindre Paris. Côté allemand, un certain Adolf Hitler participe à cette opération. Alors que Paris est menacé, les Alliés organisent une contre-offensive le 28 juillet 1918. Le 7 août, tout le terrain perdu est repris. Eugène, lui, ne participera pas à cette contre-offensive. Il ne sera libéré que le 6 janvier 1919. Mon arrière-grand-mère, Florence, âgée de 17 ans au début de la guerre, est une cuisinière travaillant en région parisienne. En 1918, elle entretiendra une correspondance avec son filleul de guerre Auguste, un poilu mobilisé dans les Balkans. Blessé par 2 fois, celui-ci recevra notamment la Croix de guerre. Le principe des marraines de guerre voit le jour le 11 janvier 1915 avec l'association catholique et conservatrice La Famille du Soldat. Très vite, d'autres associations du même type suivent. Le 4 décembre 1915, c'est la revue La Vie parisienne qui va donner au mouvement des marraines de guerre la popularité qu'on lui connaît. La revue ouvre ses colonnes aux annonces des soldats. Le succès est immédiat. Au total, près de 300 000 annonces seraient parues pendant la guerre. Les poilus recherchent des marraines en publiant des annonces, mais aussi dans leur propre famille ou même dans les connaissances d'un compagnon de guerre. Même si j'ai souhaité parler davantage aujourd'hui des soutiens méconnus de cette guerre, je n'oublie pas, bien entendu, mes autres aïeux ayant combattu au front. Théodule, frère de Florence, 22 ans, tué en Alsace une semaine seulement après le début de la guerre. Charles, mort à 4 mois de l'armistice, ayant reçu la Croix de guerre à titre posthume. Adrien Benoît, mobilisé à 34 ans dans l'infanterie, père de 2 filles restées seules avec leur mère. En 1916, il sera l'un des nombreux poilus engagés dans l'enfer de la bataille de la Somme. Blessé à l'épaule lors de l'offensive du 3 septembre à Maurepas, il est envoyé dans les Balkans après seulement 2 mois de convalescence. Enfin, mon arrière-grand-père Louis, canonnier dans l'armée d'Orient, sera mobilisé dans le détroit des Dardanelles, puis dans les Balkans. Hospitalisé à plusieurs reprises pour rhumatisme et paludisme, il tiendra pendant 4 ans un journal de guerre dont les mots se suffisent à eux-mêmes pour témoigner de l'horreur des conditions de vie et des combats. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme.